Donc je ne vais pas aller en plus de détails sur ce point-là. Le crédit peut donc le crédit fiduciaire peut déséquilibrer l'économie, peut créer notamment des déséquilibres intertemporels qui aboutissent donc à un gaspillage des ressources. Bon, maintenant, la question se pose. Donc, laquelle de ces est-ce que c'est la seule conséquence du crédit fiduciaire, la seule conséquence négative? Quelles sont les autres conséquences qui en résultent? On va donc passer à ce point, mais avant de passer à ce point, nous allons d'abord considérer, par standard de comparaison, une économie sans crédit fiduciaire. Donc la procédure scientifique standard, donc on procède par comparaison. On isole l'impact d'un facteur par hypothèse, donc en supposant que le facteur ne soit pas présent dans un premier cas, dans un premier temps. Alors, un monde sans crédit fiduciaire, quel sera l'impact de cette absence? Donc, premièrement, il est clair qu'il va y avoir beaucoup moins de crédit. Beaucoup moins de crédit. Ce n'est pas le cas qu'il va y avoir plus de crédit du tout, parce qu'il est toujours possible d'effectuer un crédit marchandise. Donc je peux prêter à partir de mon épargne, mais je ne peux plus prêter par la création ex nihilo d'argent. Alors pour nous représenter ça aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire cet exercice, mais quand même, je vais tâcher de vous donner un exemple. Donc le marché de crédit total, le volume global du marché de crédit aux États-Unis est à peu près 40 trillions de dollars, 40 billions de dollars. Les Américains ils disent trillion dollars, mais nous on dit billions de dollars. Donc le PIB de la France c'est quoi? Demi-milliard. Alors en billions ça fait comment? Combien? 2. Donc 2 billions d'euros. Le PIB de la France à peu près. Et donc le marché du crédit aux États-Unis, 40 billions de dollars. Donc c'est quand même, c'est costaud. Parmi ces... Alors combien de ce crédit-là a été créé par le crédit, se présente sous forme de crédit fiduciaire? Il faudrait probablement y compter la quasi-totalité des crédits octroyés par les banques commerciales. Non, pas la quasi-totalité, mais mettons au moins la moitié. Parce qu'au moins la moitié existe sous forme de compte courant. D'accord? Donc le volume total des banques, des bilans des banques commerciales aux États-Unis, à peu près 15 billions de dollars. Donc vous prenez la moitié, c'est 7, 8 billions de dollars. D'accord? Donc au moins cette somme-là va donc être absente. Et puis il y a d'autres formes de création monétaire qui sont moins visibles. C'est donc tout ce qu'on appelle dans la littérature le shadow banking. Donc par exemple, il y a la titrisation de certains titres financiers, etc., qui a des effets très similaires. Donc, supposons que donc, à peu près la moitié de ce volume total ne serait pas disponible. Donc, au lieu d'avoir 40 billions de dollars disponibles sous forme de crédit, il y aurait juste 20 billions de dollars. D'accord. Deuxièmement, il n'y a pas seulement moins de crédit, il y a également moins de monnaie. Parce que le crédit fiduciaire est justement créé sous forme de monnaie. Il y a une création monétaire qui est donc après prêtée. Donc il manquerait à peu près cette somme dans le système monétaire américain. Qu'est-ce que ceci impliquerait? Et clairement, une implication claire est que le niveau des prix serait beaucoup plus bas qu'il est à l'heure actuelle. Parce qu'il y a moins de monnaie disponible dans le système économique, donc les dépenses monétaires vont être moindres. Et par contre, il y aurait toujours la volonté des propriétaires des ressources, notamment ceux qui veulent vendre la force de travail, ceux qui vendent des matières premières, etc., de baisser les prix parce qu'ils veulent vendre après tout. Ces biens de capital ou ressources, matières premières, etc., n'ont pas d'utilité personnelle en règle générale pour leurs propriétaires, donc ils vont vendre de toute manière.
Donc le niveau des prix serait beaucoup plus bas. Et à ce niveau des prix beaucoup plus bas, ça c'est le point important, toutes les ressources seraient vendues. D'accord? Toutes les ressources seraient vendues. Ce que fait le crédit, ce n'est pas de créer des ressources supplémentaires, additionnelles. Ce qu'il fait, c'est de les affecter différemment. Donc, au lieu que ce soit moi qui utilise tel et tel bien, alors, imaginez-vous. Donc, on est en concurrence. Vous avez une entreprise de mode. Moi, j'ai une entreprise de jardinage. Et on a besoin, tous les deux, donc, de locaux de vente, etc. On veut être présent proche des consommateurs, des riches, etc. Parce que c'est un service de jardinage de luxe. Donc on veut avoir la même boutique au centre-ville. Vous avez beaucoup de fonds propres. Donc, donc le prix courant, c'est quoi? C'est 20 € par mètre carré. Hein, vous êtes prêt à payer ce prix. Maintenant, moi j'arrive. Je vois que vous êtes en train de conclure le contrat avec ce prix-là, 20 € par mètre carré. Et puis je dis, attendez 1 heure. Je retourne vers ma banque, je lui demande un crédit. Et la banque va m'octroyer donc un crédit. Et grâce à ce crédit, je peux maintenant payer un loyer plus élevé. Donc c'est moi finalement qui va avoir la boutique. Parce que je suis prêt à payer 22 € par mètre carré, ou peut-être 25 ou 30. Parce que je veux l'avoir absolument. Donc je vais proposer un prix très fort. Donc ce que fait le crédit, c'est d'affecter les ressources réelles à des gens qui, autrement, n'auraient pas eu ces ressources réelles. Autrement, ces ressources réelles auraient été vendues, prêtées, louées à quelqu'un d'autre. Le crédit fait que les ressources sont autrement affectées. Voilà, c'est ça l'impact. Donc on peut imaginer que, donc théoriquement, ce serait concevable. Théoriquement, il est possible que, en absence du crédit fiduciaire, il va y avoir une baisse générale des prix et ceci va se répercuter en faveur de ceux qui ont davantage de fonds propres, qui peuvent maintenant, sont capables de payer à ce niveau des prix plus bas, et au détriment de ceux qui sont financés essentiellement par la dette, c'est-à-dire qui n'ont pas de fonds propres. En pratique, cependant, il y a un autre impact réel sur l'économie qui va se produire en règle générale, et que nous entrevoyons facilement lorsque nous regardons les bénéficiaires du crédit. Qui sont les principaux bénéficiaires de ce marché du crédit aux États-Unis? Il y a d'un côté, il y a les administrations publiques, qui sont là pour 18 billions de dollars, donc 15 billions, maintenant c'est plus, c'est 16 peut-être, pour le gouvernement fédéral, le gouvernement central, et 3 billions à peu près pour les gouvernements municipaux et pour les États. Donc 18, 19, grosso modo. D'un autre côté, il y a les ménages. Les ménages qui prennent donc des crédits à la consommation et les crédits hypothécaires. Et là, on a un autre volume de 13 billions de dollars à peu près. Donc vous faites le calcul, vous arrivez là déjà à peu près 30 billions de dollars. Le reste va aux entreprises. D'accord. Donc il est clair, si donc, le volume total des crédits diminue, les différents groupes vont être affectés de manière inégale. Parce que les ménages, il n'y a pas de fonds propres. S'il y a un financement, il y a des fonds propres, mais il y a financement, s'il y a un financement par les marchés financiers, il n'y a pas de fonds propres. Donc un ménage ne vend pas des fonds propres dans le ménage. Ça serait une économie d'esclavagisme. Vous pouvez imaginer une économie d'esclaves où l'esclavagisme est légal. Donc à ce moment-là, on va dire, voilà, je vais vendre des actions en ma personne. Vous pouvez acheter une majorité, à ce moment-là, vous êtes mon maître. Voilà. Donc, mais en fait, les ménages ont accès sur les marchés financiers uniquement par la dette. Donc, s'il n'y a pas de crédit fiduciaire, ceci va tomber surproportionnellement sur les ménages. C'est-à-dire sur les dépenses sur l'immobilier, sur les dépenses à la consommation. De même, l'État ne vend pas des actions, et c'est peut-être regrettable, mais ils ne vendent pas des actions, ils vendent uniquement les titres de dette. Donc l'État aussi va être surproportionnellement affecté. C'est-à-dire, dans ce monde-là, imaginé à son crédit fiduciaire, il y aura exactement les mêmes ressources réelles disponibles,
Mais ces ressources réelles seraient utilisées moins lourdement par les gouvernements et moins fortement par les ménages, beaucoup plus fortement, dans une plus grande proportion, par les entreprises. Donc il y aurait davantage d'emplois productifs de ces ressources. D'accord. Donc ceci va certainement favoriser la croissance. D'où nous tirons donc une conclusion très forte. Le crédit fiduciaire, au moins empiriquement là, à l'heure actuelle, tend à réduire la croissance déjà pour cette raison. Parce qu'il tend à affecter davantage de ressources réelles à des emplois de consommation par les ménages et par les États. Alors, est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? Parce que lorsqu'on parle de croissance, a priori, on pense que c'est bon. Alors, une particularité de l'économie autrichienne, c'est évidemment que on ne se prononce pas sur cette question, on veut comprendre les enchaînements causaux. Donc, s'il y a davantage d'utilisation des ressources par les entreprises, ceci va créer davantage de ressources matérielles, de biens économiques à l'avenir. Est-ce que ceci est préférable à une situation où il y a moins de biens économiques? On ne sait pas. Donc ça, c'est justement le choix des individus à faire. Il se peut qu'il soit préférable de consommer davantage et de produire moins. Il ne faut pas faire un fétiche de la production. Mais voilà, en tout cas, tel est notre constat. L'absence du crédit fiduciaire tendrait à renforcer la production de richesse. Bon, tournons-nous donc au dernier point. J'ai combien de minutes encore? 10 minutes. Bon, c'est bon. Quelles sont donc les conséquences du crédit fiduciaire? On en avait déjà évoqué un, juste par comparaison. Alors, il y a deux conséquences sur lesquelles tout le monde se met d'accord, je crois. Le premier est que, donc, comme nous avons vu, la création artificielle de monnaie, la création de monnaie fiduciaire par le crédit fiduciaire, tend à augmenter la consommation. Ceci, donc, aux dépens de l'épargne. Il y a différents mécanismes par lesquels ceci s'opère. Il y a un mécanisme qui est très privilégié par la réflexion des banques centrales. Ça s'appelle l'effet patrimoine. Donc, si vous augmentez la masse monétaire, tous les prix tendent à augmenter. J'aurais dû rester bien sage dans mon coin. Et ne pas bouger. Attendez. C'est bon, je l'ai réintégré. Ouais. Voilà. Non, je ne bouge plus. Pour quelques minutes. Donc, tous les prix augmentent, entre autres les prix des actifs financiers et des actifs immobiliers. Deux grandes classes du patrimoine augmentent. Donc, puisque vous êtes plus riche en termes monétaires, il est beaucoup plus facile, comme nous l'a rappelé le professeur Jiménez, de décrocher un crédit bancaire. Parce que si vous avez rendez-vous avec votre conseiller clientèle de la banque, il ne va pas faire sa décision en fonction de vos beaux yeux bleus ou verts, ou marrons, etc. Mais essentiellement en fonction de deux questions. Quel est votre revenu et quelles sont les garanties que vous pouvez proposer, c'est-à-dire quel est votre patrimoine. En gros, c'est ça. Donc maintenant, vous êtes plus riche, donc vous avez droit à davantage de crédit. Puisque moi, maintenant, je suis beaucoup plus riche qu'il y a 10 ans, parce que je suis un professeur et l'université d'Angers me paye des millions, pas encore des billions, mais des millions. Ma banque devient dingue. Il y a tout cet argent-là sur la banque. Okay. Et j'ai des dispos de crédit, je peux probablement acheter des yachts ou des maisons en Grèce, c'est peu cher maintenant. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne.